Et on se retrouve toujours en direct ici à Dakar. On est au nord de la ville avec, je vous l'avais promis, Youssou N'Dour en personne. C'est un grand bonheur, Youssou, de se retrouver ici. C'est génial parce que d'abord le public est là et tu es chez toi. Parce que la star internationale que tu es, je pense que c'est quand même très fort d'arriver, de se retrouver, de retrouver ses racines ici. Hein, parce que on se retrouve chez soi et quand on est à Dakar, quand je suis à Dakar, bon, vraiment c'est chez moi, mais je voudrais profiter de cette occasion pour remercier TV5. Bien, merci, mais c'est normal, c'est nous qui te remercions. Saluer tout le monde à partir de Dakar et je pense que c'est quand même bien. Alors, on va se diriger comme ça sur cette plage de pêcheurs. Tu as eu des pêcheurs dans ta famille, Youssou? Pas directement. J'ai une tante qui vient d'une famille de pêcheurs vers Bargny en sortant de Dakar. Donc ses frères, ses cousins sont des pêcheurs et j'ai un rapport très très proche aussi avec des pêcheurs parce que je suis né à la Médina au bord de la Corniche où j'ai vu beaucoup de pêcheurs, beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup de copains pêcheurs et tout. C'est racines parce qu'on voit ici les gens, ils travaillent dur, hein, ils vont à la pêche tous les jours, ils ramènent ces pirogues comme ça, ils sont tournés vers la mer et ils vivent avec tes chansons aussi, hein, et ils aiment chanter, ils aiment vivre. On a l'impression que la musique, ça fait partie de la vie. Hein. Ah oui, bien, d'une manière, moi je pense que tout le monde a quelque chose de musical ici dans ce pays, dans ce continent et il suffit de le réveiller. Pour revenir un peu sur la culture lébou qui symbolise les pêcheurs lébou. Et c'est une culture extraordinaire parce que les gens, non seulement c'est des bosseurs, mais bon, autour de ce travail, il y a tout son rythme, il y a toute une culture, il y a des chansons, il y a des chorégraphies. Je voudrais qu'on voit ça, parce que ce sont des cages de foot, ça, Youssou. Ça te rappelle pas le Stade de France avec Axel Red pour l'ouverture de la Coupe du Monde de foot? Ça me rappelle énormément cette Coupe du Monde, l'ouverture de la Coupe du Monde, et qui était pour moi une façon de représenter mon pays. Je vais s'écarter un petit peu. Regardez, c'est ça. On aime bien le foot. Hein. C'est là qu'on apprend à jouer au foot quand on est dakarois. Ici sur ces plages avec n'importe quoi. La mer est magnifique en ce moment. Youssou, ton inspiration, on va écouter un de tes clips dans quelques secondes, extrait du dernier album. Tu la trouves ici parce que je sais, tu chantes évidemment dans ta discothèque. D'ailleurs, on va passer une nuit de folie avec toi tout à l'heure sur TV5 en direct, au Tiosan. Mais tu la trouves où ton inspiration? Mais tu écoutes les gens? Moi, j'écoute les gens. Je chante ce qui se passe dans la société. Je raconte ce qui se passe dans la société. Et dans cette société, il y a énormément de choses. Il y a une façon d'approcher les gens, de regarder des choses qu'on peut-être oublie, qu'on remet en valeur parce que au fond, je pense que les gens tous, ils ont envie de chanter, ils ont des choses à dire et donc je suis une voix qui reprend un peu ce qu'ils ont envie de dire. On va écouter un de tes clips dans quelques instants. Vous connaissez Youssou N'Dour? Vous l'aimez? Vous aimez ses chansons? Est-ce que vous en connaissez une en particulier? Birima, vous la connaissez, Birima? Oui. Allez, tu peux nous la chanter un peu? Allez, on vous écoute. Vas-y, Youssou, tu peux leur donner le tempo? Merci, Birima. Voilà, alors je pense qu'on va écouter cette chanson, mais cette fois extrait donc de ton tout dernier album. C'est lorsque Youssou, tu es dans les studios avec Néné Chéri, on entendra ton clip un peu plus tard avec tout ça, tu dis quand même, derrière il y a tous ces gens-là qui écoutent les chansons. Moi je représente tous ces gens-là, comme je disais. Je suis une voix de millions de personnes qui ont une certaine culture, des choses à dire, qui ont une musique à présenter et je me prends comme leur porte-parole un peu. Reste là Youssou sur cette plage. Birima, un clip de Youssou et on le retrouve tout de suite en direct ici à Dakar. Ça ne fait que commencer pour 24 heures. En direct ici sur cette plage de Yoff, les 24 heures à Dakar ne font que commencer. Youssou N'Dour est toujours avec moi. Nous sommes avec les pêcheurs, les enfants de pêcheurs, les femmes de pêcheurs. On est dans une barque. Alors quelle barque? Parce que je ne sais pas si on va pouvoir le voir à l'image, mais c'est ta barque, Youssou, hein? Ouais, bon, c'est avec plaisir que j'ai découvert aujourd'hui que
ce bateau porte mon nom et c'est sympa. La personne est là, je l'ai remercié, Omar. Et ouais, ben, c'est toute une tradition. Je disais que la culture lébou, c'est quand même le travail avec son rapport avec la mer. Et il ramène des poissons qu'on aime bien manger ici. Ça, ils sont très bons. En même temps, c'est tout un folklore. Il y a de la musique, il y a de la danse. Même la façon dont il bouge, c'est un rythme qui s'appelle le Ndaurabine qu'on aime bien ici. Donc je suis très heureux d'être là. Ça veut dire que même si on pêche, si c'est difficile, on chante, on danse. Comment ça se passe une fête ici au village, au Yoff, autour, là, quand tout le monde se retrouve? Ah oui, parce que bon, je disais que même le fait qu'il y ait 15, 16 personnes dans ce bateau, ils partent, ils font des rythmes. Ils font des rythmes avec donc la rame, ils font énormément de rythmes. Et ces rythmes-là, si on les rapproche un peu du Ndaurabine, on voit que en travaillant, les gens y dansent. Toi, quand tu as eu envie de chanter, parce que tu es de la Médina, hein, des quartiers populaires, tous ces gens, c'est tes frères, tes sœurs, hein, tu ne pouvais pas savoir que tu allais faire la carrière que tu es en train de faire, magnifique. Donc tu es redevable un peu de tout ça. Tu te dis, je suis comme eux, quoi. Je reste comme eux. Ah oui, bon, moi d'ailleurs, je ne revendique jamais ce que je fais à 100%. Je pense qu'il y a une grande partie qui vient de tous les gens, de toute cette jeunesse, de toute cette culture. Pour eux, tu es tu es l'enfant du pays. Tu n'es pas la star. Il n'y a pas de star ici. C'est important de garder ce rapport, de les toucher, de parler avec eux et de voir aussi qu'on a des possibilités à partir de Dakar, à partir d'ici, de parler au monde, de dire aussi... mais voilà, c'est ça aussi ce qu'on vit. L'Afrique, c'est pas seulement. C'est une autre image de l'Afrique. C'est celle que tu colportes dans le monde. C'est de dire le Sénégal, par exemple, c'est un bel exemple aussi de démocratie. Le Sénégal, je touche du bois. Toucher du bois, il faut toucher du bois. Un bel exemple. Et c'est un pays qui, aujourd'hui, représente ce côté positif de l'Afrique. Bon, je dis pas que c'est le seul pays, mais bon, c'est quand même un pays phare aujourd'hui, grâce à notre démocratie. Grâce à notre... un immense esprit. Alors tu disais le travail, mais la tolérance aussi. Les gens ont la tolérance. Je pense que bon, si les gens ils n'ont pas vraiment confiance en eux-mêmes, confiance à l'autre, l'ouverture, je pense que rien ne peut marcher. Et au Sénégal, on a confiance en nous et je souhaite que ça continue. Les gens qui sont là, ils ont confiance en eux et ils s'ouvrent. Et à partir de ce moment, je pense énormément de choses peuvent se passer. Ils aiment Youssou N'Dour. On les a entendus tout à l'heure chanter. Ils applaudissent Youssou. C'est Youssou, c'est l'enfant du pays. Vous l'aimez, Youssou? Bon. Youssou N'Dour, on va passer une nuit de folie avec toi dans ta discothèque. Ce sera ce soir dans le cadre des 24 heures à Dakar. Ça va être une grande première. Jamais une télévision n'a retransmis comme ça pendant 24 heures. Et surtout dans une discothèque, tu vas faire un concert, ça va être super. On se retrouve, moi, en ce qui me concerne, dans quelques minutes, ici même. Donc sur cette plage, on va parler littérature. On va voir qu'il se passe plein de choses en culture. Ça va être extraordinaire. Tout de suite, un grand reportage. Les hommes du lac Rose, on disait que c'est dur. Il faut travailler dur. On appelle ça l'or blanc, c'est le sel. Pour le pêcher, c'est très difficile. Reportage, à tout à l'heure. Au commencement, ce n'était qu'un bras de mer ouvert sur l'océan. Puis les dunes l'ont enserré jusqu'à l'isoler au milieu des sables. Un jour, les Sénégalais ont remarqué qu'il y avait là un lac aux reflets roses. Intrigués, ils s'approchèrent et découvrirent que ces eaux miraculeuses contenaient de l'or blanc. Aussitôt, des dizaines de huttes se sont alignées le long des berges. Abderrahmane errait dans la vie sans travail quand il entendit parler du lac Rose. Il y vint et fut accueilli comme un frère par le village. Avant d'aller travailler, je dois m'enduire le corps de beurre de karité pour me protéger des brûlures et des boutons que produit le sel sur la peau. Je mets aussi de grandes chaussettes pour éviter tout contact entre le sel et la peau. La laine absorbe le sel qui de ce fait n'attaque pas l'épiderme.
Et pour ne pas me brûler les pieds sur les blocs au fond de l'eau, je porte ces chaussures en plastique. Il ne faut aucun contact avec le sel. Comme des centaines d'autres avec lui, Abderrahmane va chaque matin ramasser le sel qui le fait vivre. Depuis 20 ans, rien ni personne n'a pu freiner l'afflux des populations attirées par une activité bien plus lucrative que l'agriculture et qui en plus se pratique en toute liberté. Extraire le sel est un métier à la portée de tous. Il suffit d'avoir une pirogue et une bonne dose de courage. Chaque jour, je reviens au même endroit. Je laisse un repère pour le lendemain afin de retrouver ma place. Quand je récolte du sel, je me déplace un peu pour ne pas ramasser debout et laisser le temps à la couche de se reformer. Avec ce pic, je décolle le sel de l'argile. Après, je remplis le panier à l'aide d'une pelle. Et avec le pied, je sais si le panier est plein. Dans cette eau visqueuse qui ne contient pas moins de 380 grammes de sel par litre, le beurre de karité ne résiste pas longtemps aux assauts des brûlures. Le balai des pirogues se poursuit sans relâche jusqu'en début d'après-midi. Le ramassage est si intensif qu'on peut se demander si le précieux filon ne va pas un jour finir par se tarir. Quand ils reviennent enfin, leur barque pleine à ras-bord, les ramasseurs sont accueillis par les femmes, dont la tâche est de vider leur chargement. Quand j'ai fini de décharger, je vais me reposer car c'est vraiment fatigant. J'emploie une porteuse que je paie 10 francs par jour. Nous n'avons aucun problème à travailler ensemble ici. On fait mutuellement appel les uns aux autres. Je peux vider jusqu'à 4 pirogues par jour. Ça dépend de l'activité. Souvent, j'y passe la journée. Au début, ça fait très mal à la nuque. Avant, j'avais des courbatures, puis on s'habitue. Pour s'y reconnaître au milieu de cette multitude de pyramides, chacun grave son nom ou dessine ses initiales sur son monticule. De toute façon, il ne viendra à personne l'idée de s'approprier le travail du voisin. Depuis qu'elles ont constaté une étrange recrudescence d'avortements, les femmes ont cessé d'aller gratter le fond du lac, persuadées que l'eau était responsable de leur malheur. Faisant fi des risques, quelques-unes s'acharnent pourtant à ramasser elles-mêmes le sel dans l'unique espoir de gagner chaque jour quelques francs de plus. Seule avec 6 enfants, Moussa se défend. On peut travailler sans problème jusqu'à la fin de la grossesse. Ce n'est ni l'eau ni le sel qui abîme, mais le travail qu'on fait. Les pirogues sont là, on peut les louer contre 5 bassines de sel. Mais pour nous, c'est trop dur. C'est pour ça qu'on travaille avec les bassines. Sinon, le soir, on a mal partout. Vous voyez comme je suis. Je n'ai rien. Nous, les femmes, pauvres et fatiguées, nous sommes là, malgré tout, quand les autres fainéantes sont en train de dormir dans leurs cases. Mais il n'est pas question de s'arrêter, car nous, on n'a rien d'autre pour vivre.
Aussitôt son travail fini, Abderrahmane s'asperge d'eau douce pour se rafraîchir. C'est difficile de travailler au-delà de 3 heures par jour, parce que ça fait très mal de rester dans cette eau salée. On subit la chaleur, ça brûle, et c'est très dur. Surtout qu'à partir de 9-10 heures, quand le soleil est très haut, l'eau devient extrêmement chaude, à la limite du supportable. C'est Fatimata, sa jeune épouse, qui vient l'aider à décharger la tonne de sel qu'il a ramassée. À force d'épuiser ses réserves, le lac finit par se rétrécir. Les 120 000 tonnes de sel extraites chaque année provoquent son assèchement progressif. Certains au Sénégal commencent à pousser des cris d'alarme, inquiets pour la survie du site. Où amener des touristes avides d'exotisme, se demande-t-on, s'il n'y a plus ni lac, ni ramasseur de sel. De leur côté, bien trop préoccupés par leur propre survie, les ramasseurs ne se sentent absolument pas concernés par de tels problèmes. À 17 ans, Amadou est l'un des rares du village à avoir fait des études. Intelligent et vif, il n'a pas sa langue dans sa poche. Pour dégager tous ces gens qui travaillent dans le sel, il faut aussi les trouver du travail. Parce que le gouvernement ne donne plus de travail maintenant. Il faut trouver du travail avant. Oui, parce qu'il y a plus de 1000 personnes qui travaillent ici et ils ne vivent que de ça. Donc on ne peut pas les dégager du jour au lendemain comme ça. Oui, l'environnement, mais la vie avant tout. En fin de journée, les sacs de 50 kilos payés 3 francs pièce aux ramasseurs par des intermédiaires sont acheminés vers des raffineries. Une fois traités, le sel partira pour les pays voisins, comme la Guinée ou le Mali. Chaque soir, Abderrahmane s'accorde 1 heure de détente avec ses copains. On n'est pas vraiment au courant de tous ces problèmes d'environnement. On a juste entendu dire qu'on allait peut-être un jour arrêter l'exploitation. De toute façon, nous, on restera jusqu'à ce qu'on nous expulse. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on est à l'étroit, car il y a trop de monde qui exploite le sel. De son côté, Fatimata s'affaire aux tâches ménagères. Je me suis habituée à vivre ici. Avec les gens du village, c'est une grande famille. Toutes les femmes, nous sommes très liées. On travaille ensemble et nous sommes amis. Dans l'unique pièce de leur case, Abderrahmane et Fatimata attendent leur 2e enfant en espérant un jour pouvoir s'en aller d'ici. Ils rêvent d'une vie meilleure, ce qui permettrait à Abderrahmane, en bon musulman, de prendre une 2e épouse. Notre seul souhait, c'est que notre fils ne grandisse pas ici. Quand il sera en âge de travailler, j'espère que nous serons très loin de ce lac. Ça va revenir, ouais.
Un écrivain tout à fait étonnant est avec nous ici en direct à Dakar, Mbasandione, et on va dire que vous avez publié dans la série noire, vous avez publié des romans, des thrillers, des choses tout à fait étonnantes, et on se trouve ici un petit peu dans un endroit qui devrait vous inspirer. Voilà, ça c'est le dernier livre, hein. C'était publié chez Gallimard, Ramata, et puis dans la série noire chez Gallimard aussi, La vie en spirale, deux romans qui ont fait un petit peu un événement. On ne peut pas dire que vous soyez conventionnel, hein. Bon, pas totalement conventionnel. C'est quelque chose de nouveau dans la littérature africaine sénégalaise. Ça, je le reconnais. Ouais. Ça veut dire que vous nous racontez des histoires pas très nettes, on va dire. Il y a quand même des personnages de femmes. Il y a de l'alcool, il y a des choses qui sont pas toujours recommandables, mais ça fait partie de la vie. C'est un roman noir. Un roman noir et un roman réaliste. Ramata est un roman réaliste. Je décris objectivement les faits et les personnages dans leur réalité et leur banalité quotidienne. C'est un roman noir. L'infirmier que vous étiez, parce que vous avez arrêté pour vous consacrer complètement à l'écriture, qui travaillait à Dakar, dans le plus grand hôpital ici. C'est-à-dire que c'est aussi la vie, la vie dans ce qu'elle a parfois de plus terrible. Le plus terrible, je suis entièrement d'accord. Il n'y a pas de tabou, quoi. Pas de tabou. Moi, je pense qu'en littérature, il n'y a pas de tabou. Et Ramata, je l'ai écrit à partir d'un fait divers auquel j'ai assisté il y a très longtemps, en 1966, et que je raconte au début de l'ouvrage d'ailleurs. L'histoire du gardien qui a été agressé par la femme du procureur général, qui a été blessé et ensuite tabassé par la police jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est ce que je dis dans le roman. Mais dans la réalité, il n'est pas mort. Voilà, il n'est pas mort. Et dans la réalité, ici, dans ce village de pêcheurs, hein, là, il y a un grand marabout qui a marqué l'histoire de ces pêcheurs là, de Yoff. Seydina Limam Moulay, dont on aperçoit le mausolée, et qui avait prédit tout ceci au début du siècle, qu'arrivera un jour où toute cette partie du territoire sera occupée par les gens, par l'aéroport, par la foire et tout ce qui se passe, le grouillement de population qu'il y avait. Il avait tout prévu. Et il arrivait à faire des exploits. Hein, il a fait reculer la mer. Là où se trouve son mausolée, vraiment ça a été reculé. Et c'est lui qui l'a fait reculer. C'est un homme miraculeux qui n'était pas, qui n'était pas alphabétisé, qui est allé en mer et qui est revenu comme ça un beau jour, les pêcheurs, et qui connaissait le Coran sur le bout les pêcheurs ici, ils ont besoin de légendes, ils ont besoin d'imagination, d'imaginaire, hein, qu'ils les trouvent dans les romans ou qu'ils les trouvent un peu dans tout ce qu'on leur raconte. Vous savez, la mer est même pleine de miracles et d'imaginaire. Au début du roman, je parle de l'histoire de Mame Ablaye Diène. Par opposition à Santiago du roman de Hemingway, vraiment il y a des miracles. Les histoires africaines d'ailleurs sont pleines de miracles. Et moi, quand la légende est plus belle que l'histoire, je préfère écrire la légende. Vraiment, La légende des hommes du Sénégal que vous aimez, je le sais, et qui vous a donné envie d'écrire. Parce que c'est pas évident quand même quand on est infirmier un jour de dire je vais devenir écrivain. 8 ans pour publier ce livre dans la série noire. La série noire c'est magnifique quoi. Mais j'ai commencé à écrire depuis très longtemps. Depuis l'âge, quand j'étais à l'école primaire, j'ai commencé à écrire et j'ai jamais cessé. J'ai toujours écrit, j'ai toujours pressenti que je serais un jour écrivain. J'ai jamais été découragé, quelles que soient les difficultés, j'ai toujours tenu. J'ai publié mon premier livre, je l'ai écrit à l'âge de 27 ans, il m'a fallu attendre presque 8 ans pour qu'il soit publié. Voilà. Il est là, La vie en spirale. Un premier tome, le deuxième tome 5 ans après. Et c'est formidable qu'il soit là, et que vous soyez avec nous en direct à Dakar. Et nous, on va continuer notre parcours. On va retrouver dans quelques instants Karine. Et savez-vous que Karine, elle va prendre un de ces fameux cars rapides. Alors, les cars rapides, c'est tout à fait étonnant. Elle va se retrouver avec du décor dakarois. Elle va se retrouver avec l'une des stars, Kumba Gaolo, Patapata. Je suis sûr que vous connaissez cette chanson. Et il risque d'y avoir beaucoup de monde sur le parcours de ce car rapide. Il y aura donc cette star. Elle va se diriger avec Karine en direction de la gare routière. C'est l'un des grands moments que nous allons vivre ensemble. Et en se dirigeant donc sur ce parcours, ce sera l'occasion de redonner quelques-unes des chansons que l'on aime. Ici, on est donc toujours à Dakar, au Sénégal, et avec les pêcheurs, les enfants de pêcheurs. Alors ici, vous voyez, je vous montre cet objet, cet transport en commun. Ce sont ces cars très rapides, et je devrais retrouver l'un de mes invités qui apparemment n'est pas là. J'attends normalement un invité. Voilà. Est-il ici, Monsieur Bourges? J'attends Monsieur Bourges. Voilà, Monsieur Bourges qui est ici.
aussi qui va venir. Parce que, Monsieur Bourges, vous êtes président du CSA encore. Oui, jusqu'au et 23. Sénégalais aussi, quoi, en quelque Sénégalais sorte. depuis beaucoup plus longtemps, puisque c'est mon 76e voyage ici à Dakar. C'est Je suis incroyable. heureux de me retrouver ici sur ces plages de Yoff avec les pêcheurs, les bouts. C'est magnifique, c'est une vraie tranche de vie de ce pays magnifique. Et je voudrais féliciter TV5. Je le fais en tant que président du CSA pour quelques jours encore, mais surtout en tant qu'ardent partisan des rapports Nord-Sud pour dire enfin 24 heures sur la vraie Afrique, 24 heures sur le Sénégal, 24 heures sur Dakar, avec des images donc qui vont partir du sud vers le sud, mais aussi du sud vers le nord. Tout le monde entier pourra découvrir au travers de cette journée le Sénégal, et moi je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui. Vous aimez le Sénégal d'amour, Hervé Bourges? Oui, bien sûr. C'est vrai. Absolument. La première fois que vous êtes venu ici, ça vous a touché, ça vous a ému? Oui, c'est vrai. Et toujours, c'est la même chose, 76e fois, c'est la même chose. 76e fois, il y a toujours une émotion pour ce ciel, pour cette mer, pour ce climat et pour ses habitants. Ces gens qui sont vrais, qui sont simples, comme vous les avez vus, qui, tout en regardant le tournage, étant autour de mon ami Youssou N'Dour et l'applaudissant, savent aussi vaquer à leurs occupations, vendre leurs poissons, accueillir les pirogues qui viennent de la mer, et puis tirer sur les ânes, les mulets, les petits chevaux pour porter le poisson. C'est la belle image de l'Afrique. Vous aimez toute l'Afrique, et là il y a une image quand même d'espoir. Parce que c'est une image authentique, vous comprenez, les images d'Afrique, de sang, de coups d'État, c'est pas ça, hein. La vraie Afrique, elle est là. Regardez comme tous ces gens, ces milliers de gens qui sont là, se bousculent dans la bonne humeur, dans la joie, heureux de passer cette journée et de montrer au monde cette image de l'Afrique rayonnante, belle et lumineuse. Même si le pays est encore pauvre, même s'il a des efforts à faire pour son développement, mais il est uni et il donne au monde cette leçon de démocratie. On l'a vu au travers des élections qui se sont déroulées. Une transition pacifique. Avec une vraie culture. Et puis un pays qui est uni grâce à sa langue, qui est une langue commune, et puis grâce aussi à sa religion. Et à ses enfants qu'on voit ici, qui sont l'espoir. Qui sont l'avenir du pays. Voilà, qui sont l'avenir. Un des hommes qui a marqué le pays, c'est quand même Léopold Sédar Senghor. C'est Léopold Sédar Senghor. Il a été le premier que j'ai rencontré quand je suis arrivé au Sénégal en 1968. J'ai encore une photo de lui qui était publiée récemment à l'occasion de la sortie de mon livre de mémoire d'éléphant, et où Senghor me recevait. Et je voudrais lui rendre hommage, le poète de la négritude, mais le grand poète international. Voilà, on lui rend hommage aussi. Documentaire sur le père de la négritude, Léopold Sédar Senghor. On se retrouve en direct à Dakar après. Senghor est le premier président de la République du Sénégal. Senghor est un écrivain. Très bien, Senghor est un écrivain. Aïda? Léopold Sédar Senghor est né le 9 octobre 1906 à Joal. Seigneur, vous m'avez fait maître de langue, moi le fils du traitant, qui suis négri et si chétif. Et ma mère m'a nommé l'impudent, tant j'offensais la beauté du jour. Vous m'avez accordé puissance de parole en votre justice inégale. Et puisqu'il faut m'expliquer sur mes poèmes, je confesserai encore que presque tous les êtres et choses qu'ils évoquent sont de mon canton. Quelques villages sérères perdus parmi les tannes, les bois, les belongs et les champs.
Il me suffit de les nommer pour revivre le royaume d'enfance. Et le lecteur avec moi, je l'espère, à travers des forêts de symboles. Je suis né le 9 octobre 1906 à Joal, sur les bords de l'Atlantique, à 120 km au sud de Dakar. Mais après mon baptême, 2 mois après, ma mère m'a ramené à Djilor. Djilor, c'est à 23 km de Joal, à l'intérieur des terres, au bord d'un des bras du fleuve Saloum. Ce bras s'appelle le Sine. C'est le nom qui désigne le royaume dont mon père est originaire. Dans les poèmes, j'ai chanté parfois le roi du Sine, Kumba Ndofen Diouf, qui a été notre dernier roi. Ma mère appartenait à une famille de paysans moyens. Le chef de la famille était mon oncle maternel qui avait quelques champs et quelques têtes de bétail. Mon père, par contre, c'est un maître de terre, un féodal. Car avant la réforme que j'ai faite en nationalisant 95% des terres, les maîtres de terre possédaient 95% des terres. Mon père avait plusieurs kilomètres carrés, 1 millier de têtes de bétail, une vingtaine de chevaux, une cinquantaine d'ânes, etc., etc. J'étais beaucoup plus attaché à la famille de ma mère, car chez nous, on est de la race de sa mère, on est noble par sa mère et non pas par son père. Et c'est pourquoi j'étais très souvent avec mon oncle maternel. Je l'accompagnais dans ses champs, je l'accompagnais traire ses vaches et j'accompagnais mes petits cousins qui paissaient les troupeaux. Et alors j'ai vécu vraiment des heures merveilleuses avec ces bergers qui parcouraient la brousse, qui chassaient les oiseaux et qui couraient derrière les antilopes et qui racontaient des contes merveilleux. Mère soit bénie. Mère soit bénie. Je me rappelle les jours de mes pères, les soirs de Djilor, cette lumière d'autre ciel des nuits sur la terre, douce au soir. Je suis sur les marches de la demeure, profonde obscurément. Mes frères et mes sœurs serrent contre mon cœur, leur chaleur nombreuse de poussins. Je repose la tête sur les genoux de ma nourrisinga, Dunga la poétesse. Ma tête bourdonnant au galop guerrier des Djunjun, au grand galop de mon sang de pur sang. Ma tête mélodieuse des chansons lointaines, de Kumba l'orpheline. Au milieu de la cour, le ficus solitaire. Et devise à son ombre lunaire les épouses de l'homme de leurs voix graves et profondes, comme leurs yeux, les fontaines nocturnes de Fimela. Et mon père étendu sur des nattes paisibles, mais grand, mais fort, mais beau. Homme du royaume de Sine, tandis qu'alentour sur les koras, voix héroïques, les griots font danser leurs doigts de fougue. Tandis qu'au loin monte, houleuse de centaures fortes et chaudes, la rumeur classique de son troupeau. Je me rappelle les jours de mes pères, les soirs de Djilor. Je me rappelle les jours de mes pères, les soirs de Djilor. Le royaume d'enfance, c'est le royaume même de la poésie, parce que je pense que le royaume d'enfance, c'est-à-dire un monde où tout était transparent.
J'y ai vécu, jadis, avec les bergers et paysans. Mon père me battait, souvent, le soir, me reprochant mes vagabondages. Et il finit, pour me punir et me dresser, par m'envoyer à l'école des Blancs, au grand désespoir de ma mère, qui vitupérait qu'à 7 ans, c'était trop tôt. J'ai donc vécu en ce royaume, vu de mes yeux, de mes oreilles entendu les êtres fabuleux par-delà les choses. Les cousses dans l'état marinier, les crocodiles, gardiens des fontaines, les lamentins qui chantaient dans la rivière, les morts du village et les ancêtres qui me parlaient, m'initiant aux vérités alternées de la nuit et du midi. Il m'a donc suffi de nommer les choses, les éléments de mon univers enfantin, pour prophétiser la cité de demain, qui renaîtra des cendres de l'ancien, ce qui est la mission du poète. Joal, je me rappelle. Je me rappelle les cignards à l'ombre verte des vérandas. Les cignards aux yeux surréels comme un clair de lune sur la grève. Je me rappelle les fastes du couchant où Kumbandofène voulait faire tailler son manteau royal. O fagna fagnongori rogadev no kolum. O fagnin fagn 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 te wachacha. O fagna fagnongori rogadev no kolum. O fagnin fagn 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 te wachacha. O fagna fagnongori rogadev no kolum. O fagnin fagn 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 te wachacha. O fagna fagnongori rogadev no kolum. O fagnin fagn 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 te wachacha. À Joal, pendant 1 an, j'ai été initié aux éléments du catéchisme et j'ai pu apprendre peut-être une centaine de mots français. Et ça a été pour moi aussi le premier apprentissage de l'école, d'une vie de discipline. Le jeune Senghor a fréquenté quelle école? Bengue? Le jeune Senghor a fréquenté le petit séminaire de Ngazombil. Pendant 6 ans, j'ai appris en même temps le Wolof, car ma langue maternelle, ce n'était pas le Wolof, c'est le Sérère. J'ai appris en même temps le Wolof et le français. Au bout d'1 an, je pensais en français, évidemment, et à l'efficacité de la méthode des missionnaires. Tout était réglé, tout était ordonné. Ça a été pour moi la première école de la vie. Je suis venu à Dakar, émerveillé comme un petit paysan de la brousse. Et c'est à Dakar que j'ai reçu la formation la plus solide. C'est au collège séminaire Liberman que pour la première fois, j'ai eu le sentiment, peut-être plus que l'idée de la négritude. Le poème est comme une partition de jazz, dont l'exécution est aussi importante que le texte. D'un recueil à l'autre, cette idée s'est fortifiée en moi. Et lorsqu'en tête d'un poème, je donne une indication instrumentale, ce n'est pas simple formule. Le même poème peut donc être récité, je ne dis pas déclamé, psalmodié ou chanté. Les poètes nègres sont soumis tyranniquement à la musique intérieure. D'abord au rythme. Les jeunes poètes, les jeunes écrivains en général et les jeunes artistes doivent s'enraciner dans la tradition jusqu'à l'obsession.
et en même temps, ils doivent se servir des instruments techniques que leur offre la civilisation contemporaine et en particulier la civilisation. C'est sous la pluie froide et le ciel d'octobre que j'ai débarqué un matin à Paris. Et tout était gris, jusqu'au monument fameux. Quelle déception. Mais, déjà, j'avais découvert un rayon de soleil sur les visages pâles, un sourire attentif, une gentillesse que je ne devais retrouver nulle part en Europe, qui est une invitation à l'amitié. De fait, mes plus solides amitiés, je les ai nouées à Paris, sur les bancs du lycée Louis-le-Grand. Des amitiés de 30 ans, maintenant. Il reste que ce sont mes camarades qui, plus que mes professeurs, m'ont appris à faire de la langue française un instrument inspirant. Tous mes camarades, mais surtout mon voisin de table à l'étude, Georges Pompidou. La plus grande leçon que j'ai reçue de Paris est moins la découverte des autres que de moi-même. Véritablement, Paris, en me révélant les valeurs de ma civilisation ancestrale, m'a obligé à les assumer et à les faire fructifier en moi. Pas seulement moi, mais toute une génération d'étudiants nègres, des Antillais comme des Africains. Ma négritude, point n'est sommeil de la race, mais soleil de l'âme. Ma négritude, point n'est sommeil de la race, ma négritude est truelle à la main. Et ma négritude vit et vit. Il n'est question de boire, de manger, est truelle à la main et lance au point récade. Il n'est point question de boire, de manger l'instant qui passe, tant pis, je m'attendris sur les roses du Cap-Vert. Rythme de la parole. Ma tâche est d'éveiller mon peuple au futur flamboyant. Ma joie de créer des images pour le nourrir aux lumières rythmées de la parole. Bien sûr, ils ont évolué. Pour employer un vilain mot, les nègres, depuis le décret du 16 pluvieux en 2, ils ont même terriblement évolué. Ils sont restés eux-mêmes, des hommes qui sentent et ils ne pensent pas. Toujours la beauté les a frappés, droit comme lance à la racine de la vie et aussi la catastrophe. Bien sûr, ils ont évolué, morts les cours d'amour et les jeux gymniques. Le voilà donc, le poète d'aujourd'hui, gris par l'hiver dans une grise chambre d'hôtel. Comment ne songerait-il pas au royaume d'enfance? Comment ne chanterait-il pas la négritude debout? Et puisqu'on lui a confisqué ses instruments, qu'on les remplace tabac, café et papier blanc quadrillé. J'ai commencé par faire la poésie avec le Césaire et Damas. Nous avons vécu en même temps ce climat poétique et nous nous sommes aidés les uns les autres. Nous avons renforcé notre négritude. Vous nous avez apporté, à nous, Africains, la raison discursive. Nous vous apportons, à vous, Européens, à vous, Latins, la raison intuitive. Par quoi se définit la négritude? La négritude n'est pas une fermeture, un ghetto. C'est tout le contraire, car c'est une ouverture au et sur les autres. Non, affirme de Londres le général de Gaulle. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. En quelques semaines, de Gaulle rassemble les premiers volontaires français qui s'étaient joints à lui. D'autres vinrent grossir leurs rangs de tous les points du monde. Les forces françaises libres étaient nées. Répondant à l'appel de Gaulle, le gouverneur Félix Éboué ralliait le Tchad à la France libre. Hier, 28 août 1940, à Brazzaville, annonça de Gaulle, tout l'ensemble des territoires de notre Afrique équatoriale française a décidé de se défendre et sera défendu. Le crime de l'armistice, a dit encore de Gaulle, c'est d'avoir méconnu les forces immenses et intactes que nous gardions dans nos territoires d'outre-mer. Nous t'avons écouté. Nous t'avons entendu avec les oreilles de notre cœur. Lumineuse, ta voix a éclaté dans la nuit de notre prison, comme celle du Seigneur de la Brousse. Et quel frisson a parcouru l'onde de notre échine courbe. Et nous, nous répondons, présent, ô Guelewar. Éboué, tu es le lion au cri bref, le lion qui est debout et qui dit non. Gouverneur au panache de sourire, tu es la fierté simple de l'Afrique mienne,
la fierté d'une terre vidée de ses fils, vendu à l'encon moins cher que Haran, et il ne lui reste que son honneur. Voilà que l'Afrique se dresse, la noire et la brune, sa sœur. L'Afrique s'est faite acier blanc, l'Afrique s'est faite hostie noire, pour que vive l'espoir de l'homme. Venus de leur lointain village en brousse ou en forêt, ces hommes noirs, chasseurs, pêcheurs ou agriculteurs, sont devenus des soldats courageux et disciplinés. Ces tirailleurs ont combattu sur tous les fronts d'Afrique. Certains d'entre eux feront demain le débarquement. Ils sont là étendus par les routes captives, le long des routes du désastre. Les sveltes peupliers, les statues des dieux sombres, drapés dans leurs longs manteaux d'or, les prisonniers sénégalais ténébreusement allongés sur la terre de France. Oui, Seigneur, pardonne à la France qui dit bien la voie droite et chemine par les sentiers obliques, qui m'invite à sa table et me dit d'apporter mon pain, qui me donne de la main droite et de la main gauche enlève la moitié. Oui, Seigneur, pardonne à la France qui hait les occupants et m'impose l'occupation si gravement, qui ouvre des voies triomphales aux héros et traite ces Sénégalais en mercenaires, faisant d'eux les dogues noirs de l'Empire, qui est la République et livre les pays aux grands concessionnaires. Et de ma Mésopotamie, de mon Congo, ils ont fait un grand cimetière sous le soleil blanc. 6 juin 1944, le débarquement. Deux dates qui ont abouti à ces journées d'août 44 dont Paris et la France ne sont pas prêts de perdre le souvenir. Comment ne pas se souvenir? Prisonnier noir. Je dis bien prisonnier français. Est-ce donc vrai que la France n'est plus la France? Est-ce donc vrai que l'ennemi lui a dérobé son visage? Est-ce vrai que la haine des banquiers a acheté ses bras d'acier? Et votre sang n'a-t-il pas ablué la nation oublieuse de sa mission d'hier? Vous, tirailleurs sénégalais, mes frères noirs à la main chaude sous la glace et la mort, qui pourra vous chanter si ce n'est votre frère d'armes, votre frère de sang? On fleurit les tombes, on réchauffe le soldat inconnu. Vous, mes frères obscurs, personne ne vous nomme. Recevez ce sol rouge. Sous le soleil d'été, ce sol rougi du sang des blanches hosties. Recevez le salut de vos camarades noirs, tirailleurs sénégalais, morts pour la République. Je ne laisserai pas la parole aux ministres et pas aux généraux. Je ne laisserai pas, non, les louanges de mépris vous enterrer furtivement. Vous n'êtes pas des pauvres poches vides sans honneur, mais je déchirerai les rires banania sur tous les murs de France. Nous sommes rassasiés jusqu'à la nausée de bonnes paroles, de sympathies méprisantes. Bye Job, je veux dire ton nom et ton honneur Job. Je veux hisser ton nom au haut mât du retour, sonner ton nom comme la cloche qui chante la victoire. Je veux chanter ton nom, Joben. Toi qui n'as tué un lapin, qui t'est terré sous les bombes des grands vautours. Job, qui n'est ni capitaine, ni aviateur, ni cavalier, pétard, Adam, pas seulement du train des équipages, mais soldat de deuxième place au 4e régiment de tirailleurs sénégalais. Job, je veux chanter ton honneur blanc. Job, je veux chanter ton honneur blanc. Job. Job. Les vierges du Gondjol te feront un arc de triomphe de leurs bras courts, de leurs bras d'argent et d'or rouge. Te feront une voix de gloire avec leurs pagnes rares des rivières du sud. L'or, elles chanteront, tu as bravé plus que la mort, plus que les temps et les avions qui sont rebelles. Sortilège, tu as bravé la faim, tu as bravé le froid et l'humiliation du captif. Oh, téméraire, tu as été le marchepied des griots, des bouffons. Oh, toi qui ajoutas quel clou à ton calvaire pour ne pas
déserter tes compagnons pour ne pas rompre le pacte tacite, pour ne pas laisser ton fardeau aux camarades dont les dieux ploient à tout départ, dont les bras s'alanguissent chaque soir où l'on serre une main de moins et le front devient plus noir d'être éclairé par un regard de moins. Les yeux s'enfoncent quand se reflètent un sourire de moins. Job du Gabou au Wallo, du Galam à la mer s'élèveront les chants des vierges d'ombre et que les accompagnent les corps de décora et que les accompagnent les vagues et les vents. Job, je dis ton nom et ton honneur. Job, je dis ton nom et ton honneur. 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 Job. Je peux vous dire en quelle année Senghor fut libéré? Il fut libéré en 1942. En 1945, il était un député au Parlement français. Après le vote de la Constitution, j'ai été le premier député d'outre-mer à voir le général de Gaulle pour lui demander l'indépendance. Le 19 août, sur un coup de force tenté par Modibo Keïta, le peuple sénégalais se mobilisait à l'appel de Mamadou Dia et de Léopold Senghor et faisait avorter l'opération tentée contre le Sénégal. Venus de la brousse comme des quartiers urbains, la foule s'était massée sur la place Proté, devant l'immeuble où l'Assemblée législative décidait de proclamer l'indépendance du Sénégal. Il s'agit aujourd'hui, pour nous, Sénégalais et Sénégalaises, de défendre notre indépendance. Ce que l'on veut, c'est vous coloniser. Ce que l'on veut, c'est vous réduire en esclavage. Pour ma part, je suis prêt à mourir. Vous aussi, n'est-ce pas, pour que vive le Sénégal. Mère soit bénie. J'ai vu, dans le sommeil léger de quel autre gazouillet, le jour de libération. Pour le dernier assaut contre les conseils d'administration qui gouvernent les gouverneurs des colonies. Comme aux dernières minutes avant l'attaque, les cartouchières sont bien garnies. Le coup de pinard avalé, les musulmans ondulaient, et tous les gris-gris de leur foi. La mort nous attend peut-être sur la colline. La vie pousse sur la mort, dans le soleil chantant. Et la victoire, sur la colline à l'air pur où les banquiers bedonnants ont bâti leur villa, blanche et rose. Loin des faubourgs, loin des misères des quartiers indigènes. J'ai vu, dans le sommeil léger de quelle aube gazouiller, le jour de libération. Le jour de libération. Ambassadeur du peuple noir, me voici dans la métropole. J'ai compté 12 portes rayonnantes, dénombré 12 000 étoiles. Ce fut de l'aile haute de mon cheval piaffant. Je t'avais dépêché nombre de cavaliers. Réponse ne m'a pas été rendue. Qu'il se soit embourbé dans les marigots de l'oubli, je ne veux le croire, princesse. Le peuple noir m'attend pour les élections des hauts sièges, l'ouverture des jeux et des fêtes de la moisson. Et je dois régler le balai des circoncis. Ce sont là choses graves. Je pense à toi, princesse de Belleborg. Cher vieux Sénégal, il est temps que nous te lavions des calomnies qui te défigurent. Il est temps que nous te rendions ton visage de jeunesse. Si je t'ai tant chanté, et de préférence ce pays bas où dorment mes ancêtres sous les palmes et l'Elysée,
Si je t'ai tant chanté, c'est que tu es ma patrie, la chair de ma chair, la chair de nos morts. Le poème se fane au soleil de midi. Il se nourrit de la rosée du soir et rythme le tam-tam, le battement de la sève sous le parfum des fruits mûrs. Maître des initiés, j'ai besoin, je le sais, de ton savoir pour percer le chiffre des choses, prendre connaissance de mes fonctions de père et de la marque, mesurer exactement le champ de mes charges, répartir la moisson sans oublier un ouvrier ni orphelin. Je ne crois pas beaucoup à la gloire politique. Quand j'étais au lycée Louis le Grand, j'avais 2 ambitions. Être un bon professeur au Collège de France et être un bon poète. À la question s'il fallait choisir, que voudriez-vous sauver de votre triple vie d'homme politique, de professeur et de poète? J'ai toujours répondu, mes poèmes. C'est cela l'essentiel. En assumant la lourde responsabilité de l'organisation matérielle de ce premier festival mondial des arts nègres, nous proposions de rendre les nègres par le monde beaucoup plus conscients de leurs valeurs de civilisation, de leurs valeurs culturelles de civilisation. Et par-delà les manifestations de culture nègre, je crois que le Sénégal a été pendant 3 semaines vraiment le pays de la fraternité humaine. À ce moment où je passe les 2 tiers de mon temps sur des dossiers économiques ou financiers, je le confesse, mes nuits ne sont pas hantées des seuls problèmes d'expansion économique, voire de développement, mais aussi du seul problème qui soit réellement un problème, celui de Dieu. Ce n'est pas la mort physique qui me fait horreur, je l'ai souvent vue de près. C'est l'idée du néant, celle de ne plus être. Car le néant de la non-conscience serait le pire des enfers. J'en ai parfois des sueurs froides la nuit et me réconforte toujours la lecture de Théard de Chardin. Cher Théard, et qui m'a toujours ramené à mes sources en légitimant ma négritude. Théard nous invite, nous négro-africains, avec les autres peuples et races du tiers-monde, à apporter notre contribution au rendez-vous du donner et du recevoir. Lorsqu'un jeune homme vient à moi déçu et las, déchiré comme je le fus et cherchant sa voie, je lui recommande de lire Pierre Théard de Chardin. Il m'a rendu la foi tout en me permettant d'être un socialiste africain, un socialiste croyant. Pourquoi le socialisme? Parce que, comme le disait Marx, il faut d'abord, par la planification économique et la croissance de la production, satisfaire les besoins animaux. Manger, se loger, se vêtir, se soigner, afin de permettre aux hommes de se livrer à leur activité générique, qui est de créer des œuvres d'art et de s'en nourrir. Grâce au président Senghor et à son grand ami Maurice Béjart, une école de danse est née à Dakar, Moudra Afrique, permettant aux élèves d'allier les techniques importées aux richesses du patrimoine africain.
Elilanga, ma sœur, elle danse, elle vit. Car comment vivre si l'on danse l'autre au fil de l'autre? Et pourquoi vivre si l'on ne danse l'autre? Et de la terre sourd le rythme, sève et sueur, une onde d'odeur de sol mouillé, qui trémule les jambes de statue, les cuisses ouvertes au secret, déferle sur la croupe, creuse les reins, tant ventre, gorges et collines. Princesse, nous serons maîtres de l'amour. Retiens ce message, princesse, nous serons le ciel et la terre. Elilanga, ma sœur, elle danse, elle vit. Moi, je suis née l'année de la grande sécheresse, c'est-à-dire il y a 3 ans, déclare la biche. Et moi, dit le singe, en se grattant, tenez, je viens de naître. Tout le monde applaudit et le singe se croit vainqueur lorsqu'une voix crie du haut d'un arbre. Attention, je vais naître. Un peu de place pour me recevoir. Et le lièvre tombe au milieu des animaux étonnés. Tout le monde reconnaît que le lièvre est en effet le plus jeune, puisqu'il vient de naître au milieu de la discussion. Donc, il est reconnu en même temps comme le plus intelligent. Le lièvre est inventé par Léopold Sédar Senghor et Abdoulaye Sadji. Senghor est le premier noir agrégé en grammaire. Très bien. Senghor est membre de l'Académie française. Pourquoi le nierais-je? J'ai beaucoup lu. De troubadour à Paul Claudel, et beaucoup imité. Je confesserai aussi qu'à la découverte de Saint John Perse, après la libération, je fus ébloui comme Paul sur le chemin de Damas. C'est le poète Paul Claudel qui m'a le plus influencé, ne serait-ce que sous la forme du verset que j'ai fini par adopter. Mais on me posera la question, pourquoi dès lors écrivez-vous en français? Parce que nous sommes des métis culturels, parce que si nous sentons en nègre, nous nous exprimons en français. Parce que le français est une langue à vocation universelle. Au reste, c'est en touchant les Africains de langue française que nous toucherons le mieux les Français. Et par-delà mers et frontières, les autres hommes. Dans mon recueil Lettres d'hivernage, j'ai voulu exprimer les sentiments de trouble, d'angoisse, de découragement, de joie que j'avais éprouvé pendant 2 années que je considère comme les années cruciales de ma vie. Les idées d'ombre et de lumière sont le fond de ma poésie parce que quand j'écris mon brouillon, le premier jet du poème, en général, c'est dans l'après-midi, vers 5 heures, quand je me sens un peu fatigué, quand je me sens un peu angoissé, quand je me laisse tomber dans l'ombre. Et c'est alors à ce moment-là aussi que je ressens le besoin de la lumière. C'est 5 heures. Tu dirais le thé. 17 heures. Ta lettre de pain tendre, douce comme le beurre, sage comme le sel. Il fait beau, il fait triste. Il y a Gorée, où saigne mon cœur, mes cœurs. La maison rouge à droite, brique sur le bazar. La maison rouge du milieu, petite, entre 2 gouffres d'ombre et de lumière. Il y a, la haute maison rouge, où saigne si frais mon amour, comme un gouffre, sans fond. Là-bas à gauche au nord, le fort d'Estrée, couleur de sang caillé d'angoisse. Tu parles de ton âge, de tes fils de soie blanche. Regarde tes mains pétales de laurier rose, ton cou, le seul pli de la grâce. J'aime les cendres sur tes cils, tes paupières, et tes yeux d'or, mat et tes yeux. Soleil sur la rosée d'or vert, sur le gazon du matin. Tes yeux en novembre comme la mer d'aurore autour du castel de Gorée.
Mais au cœur de la saison froide, quand les courbes de ton visage plus pur se présenteront, tes joues plus creuses, ton regard plus distant, madame, quand de sillons seront striés, comme les champs d'hiver, ta peau, ton cou, ton corps, sous les fatigues, tes mains minces, diaphanes, j'atteindrai le trésor de ma quête rythmique. Je ne suis normand que d'adoption. La troisième influence normande qui s'exerça sur moi fut, vous le devinez, celle de ma femme. C'est la jeune fille, puis la femme que j'ai chantée dans les épîtres à la princesse, dans les lettres d'hivernage, enfin, dans l'élégie des Alizés. Je ne citerai que ces vers de cette élégie. Tes yeux verts et or comme ton pays, si frais au solstice de juin. Où es-tu donc, yeux de mes yeux, ma blonde, ma normande, ma conquérante? Chez ta mère à la douceur vermeille, j'ai prisé votre charme, ô femme, sur le versant de l'âge. Chez ta mère à la vigne vierge, avec le rouge-gorge domestique, les merles et mes anges, dans les framboises. Je rêve, bien sûr, mais c'était la vue d'une femme normande dans un parc normand. C'est elle qui m'a emmené dans cette Normandie au charme indéfinissable. À toi qui as beaucoup aimé, il sera beaucoup pardonné. Aimez tendrement ton père et ta mère. Et tout comme des frères, le maître de terre et l'aveugle aux mains d'antenne, le mendiant chassilleux, le noir et le tout partout blanc, les hommes du soleil levant, l'arabe et le berbère, le mort, mon petit mort. Bengali comme nous t'appelions, le Tutsi, le Hutu. Quand sera venu le jour de l'amour de tes noces célestes, t'accueilleront les chérubins aux ailes de soie bleue, te conduiront à la droite du Christ ressuscité, l'agneau lumière de tendresse dont tu avais si soif. Et parmi les noirs séraphins chanteront les martyrs de l'Ouganda. Et tu les accompagneras à l'orgue comme tu faisais à Verson. Vêtus du même blanc, lavé dans le sang de l'agneau, ton sang. Ta main fine nerveuse, tu enracineras basses et contralto dans la polyphonie. L'or avancera doucement, telle une frise de Svetlinger, le cœur et puissance. Elles évolueront de nobles soyeuses figures, jusqu'au mouvement soudain du brise-cou. Et tu souligneras la syncope d'un cri de douleur et de joie, du cri même du paradis qui est bonheur. Soyez bénis, mes pères, qui bénissez l'enfant prodigue. Je veux revoir le gynécée de droite. J'y jouais avec les colombes et avec mes frères, les fils du lion. Ah, de nouveau dormir dans le lit frais de mon enfance. À aborder de nouveau mon sommeil les si chères mains noires. Et de nouveau le blanc sourire de ma mère. Il faut attaquer la mort sur son terrain. Sur le terrain de l'existence. Et le seul moyen, c'est d'exister
dans l'esprit des autres, dans l'esprit des générations suivantes, on ne peut exister que par la poésie. Je ne suis pas sûr de mourir. Et si c'était cela l'enfer, l'absence de sommeil, ce désert du poète, cette douleur de vivre, ce mourir de ne pas mourir. Seigneur de la lumière et des ténèbres, toi, Seigneur du cosmos, fais que je repose sous Joal l'ombreuse, que je renaisse au royaume d'enfance bruissant de rêves, que je sois le berger de ma bergère, par l'étane de Dilor où fleurissent les morts, que j'éclate en applaudissements quand on entre dans le cercle Teningdiaré et Tchagumdiaré, que je danse comme l'athlète au tam-tam des morts de l'année. Ce n'est qu'une prière. Vous savez ma patience paysanne. Viendra la paix, viendra l'ange de l'aube, viendra le chant des oiseaux inuits, viendra la lumière de l'aube. Je dormirai du sommeil de la mort qui nourrit le poète. Je dormirai à l'aube, ma poupée rose dans les bras, ma poupée aux yeux verts et or, à la langue si merveilleuse, la langue même du poème. Fanano cheko ha amadai Semo Musawita no Tashowa Alaine Ta fanano cheko ha amadai. Retour au Sénégal pour ce samedi, 24 heures en direct de Dakar avec Coumba Gawlo, une grande chanteuse, une star nationale, mais aussi internationale parce que depuis 3 ans, elle a une grande carrière partout dans le monde. Bonjour. Bonjour Karine. Dites-moi Coumba Gawlo. Gawlo, ça veut dire griot? Oui, chanteuse. Ça veut dire griot, mais disons la griotte Peul. Hein. Ah, vous êtes parce Peul. que voilà, Gawlo, c'est en fait l'ethnie à laquelle j'appartiens. Ouais. Les Gawlo sont des griots, mais des griots Peul, pour la simple et bonne raison que leurs parents savent parler la langue des Peuls, voilà. D'accord. Mais qu'est-ce que c'est un griot? C'est un chanteur? C'est oui, quoi? c'est un conteur? en fait, vous savez, les griots, ce sont les personnes qui, pendant la guerre, accompagnaient les rois. C'est eux qui se mettaient devant, qui battaient le tam-tam et qui donnaient du courage aux guerriers. Donc, ils étaient les premiers à encaisser les balles aussi. Hein. Donc, c'est eux qui se trouvaient aussi dans la cour du roi, qui convoquaient les réunions, qui racontaient l'histoire, qui essayaient aussi d'aider les gens à faire la paix dans le village. Donc, qui retrouvaient, qui essayaient de regrouper tout le monde dans le village et qui racontaient. Donc, c'est des conteurs qui transmettaient oralement l'histoire des ancêtres. Si moi je veux être griot, comment je fais? Vous avez qu'à venir me voir. Vous m'avez entendu chanter dans ma salle de bain? Non, je rigole, Karine. En fait, on n'est pas griot comme ça. Ah. On appartient à une famille de griots, on n'appartient pas à une famille de griots. Voilà, oui. Et chez nous, en Afrique, il y a les griots, il y a les guerres, il y a les laoubés, il y a plusieurs castes en fait. Donc, Gawlo, c'est une caste, griot, c'est une caste, et c'est la caste des chanteurs, la caste des musiciens traditionnels, quoi. Est-ce que si vous vous mariez avec un Gawlo, vous allez faire des petits Gawlo, est-ce que vous allez leur apprendre à chanter ou ça va être inné, ça va être dans leur sang? Mais vous savez, tout est peut-être une question de don aussi. Hein. Ah. Il y a bien des gens qui ont la chance d'appartenir à une famille de griots, mais qui ne savent pas pour autant chanter. Ah. Qui n'ont pas la belle voix d'un grand griot africain. Comme qui aussi n'appartiennent pas du tout à une famille de Gawlo et qui arrivent à bien chanter. Bien. Voilà.
Je vous propose de regarder justement un reportage de Faut pas rêver qui s'appelle Le Moine et le Griot. C'est une rencontre d'hommes, une belle rencontre autour de la kora, l'instrument. À tout de suite. À tout de suite. Sundiru Sissoko est un griot. Sur les routes de l'Afrique, il chante les récits traditionnels, les généalogies des chefs et des rois. Il chante aussi les histoires plus simples des villages africains, celles qui sont faites d'animaux qui, parfois, prennent la parole. Avec sa kora, l'instrument des griots de la Casamance, il lui arrive aussi de chanter les versets de l'islam ou encore de louer les vertus de son marabout. Un jour, on lui a demandé de venir jouer au monastère de Cœur Moussa, un monastère de moines bénédictins planté là, plein désert. C'était le frère Dominique Cata, le maître de chant, qui désirait le rencontrer. J'ai rencontré un griot que nous avons fait venir parce que nous avions une kora qui nous avait été donnée, mais on ne savait pas quoi en faire. Il a accordé cette kora, j'ai bien regardé comment il faisait, et puis il s'est mis à chanter avec sa kora, à jouer avec ça, des airs superbes, en chantant dans sa langue. Est-ce que cette kora, tu la trouves bonne? Ah. Si, c'est bon. C'est bon, c'est très très bon. Très très bon. Ouais. Sise manyobe kumola kema levelaren ah dunia bedenne kora kumala kermasar kolma belkata inen sumunjali yala yalla na yalla fayla sikilinga afrique belkata. J'ai eu l'idée de faire jouer ce griot dans l'église et d'amener les moines. Et on a chanté en latin pour voir comment ça pouvait se rejoindre. Et effectivement, c'était une jonction assez étonnante. Parce que sur ma musique, c'est... Elle est musique... c'est pas musique Gewel, c'est pas musique griot, c'est musique pour Dieu, musique pour Yallah. La musique pour Dieu, tel était le but de cette rencontre qui allait transformer la vie du monastère. Comme moines bénédictins, nous sommes spécialement voués à la prière contemplative et à la prière de louange. Et alors, la prière de louange en Afrique a intérêt à s'inspirer des instruments de l'Afrique, pour que ce soit la voix de l'Afrique et les instruments de l'Afrique qui chantent Dieu. Dieu a permis la rencontre avec le griot. Les moines se sont chargés de la mettre à profit. Aujourd'hui, la kora est fabriquée en série dans les ateliers du monastère. La calebasse, recouverte d'une peau de vache, est une grosse citrouille qui vient du Mali. La hampe est faite d'un bois très dur qui pousse en Guinée. Les cordes, autrefois en fibre de baobab ou boyaux d'animaux, sont en nylon, importés d'Europe. La plupart de ces jeunes moines connaissaient l'instrument par leur culture africaine. Ils se sont mis à jouer de la kora, comme on retrouve un vieux parent éloigné. La première fois que j'ai touché la kora, ça me paraissait difficile. Bon, c'était pour la première fois que j'ai touché la kora. Bon, avec le professeur que j'avais, il m'a beaucoup aidé, il m'a conseillé de ne pas précipiter, d'aller doucement. Ça me faisait plaisir. Bon, vous voyez, donc quand vous écoutez un chant qui est vraiment, qui vous fait plaisir, vraiment, vous êtes très attiré à ça. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. C'est pas mal. Continuons. Fa. Fa. Attention, là. Israël maintenant et
Sous la conduite du frère Dominique Kata, les bénédictins de Cœur Moussa sont venus tour à tour apprivoiser la kora. Mais pour certains, la rencontre avec l'instrument avait de quoi surprendre. Personnellement, j'ai eu du mal, en venant ici, à bien m'intégrer à la kora. Parce que la kora est jouée ici, la plupart par les griots. Donc la kora n'était pas d'usage liturgique comme ici à Cœur Moussa, nous l'utilisons. Aujourd'hui, à Cœur Moussa, la kora rythme la vie contemplative des moines. Désormais, chaque instant de prière s'accompagne du son de l'instrument. La kora permet de s'ouvrir à Dieu. Il y a les griots qui l'utilisent pour louer une personne. Nous, les moines, nous l'utilisons pour la louange de Dieu. Et s'il est un moment privilégié de la journée où la foi des 35 moines bénédictins de Cœur Moussa s'exprime avec toute sa ferveur, c'est bien le matin vers 11h, à l'heure de la messe. Une messe à la couleur de l'Afrique. Sundioro Sissoko n'en croyait pas ses oreilles. Un instrument, son instrument, dans une église. Qu'importe, il avait là de quoi composer une nouvelle chanson, une nouvelle histoire, à raconter de village en village, l'histoire du moine et du griot. Alors ça, Sali Salé, c'est un extrait de votre toute nouvelle cassette? Oui, c'est un extrait effectivement de la nouvelle cassette qui vient de sortir sur le marché sénégalais, donc africain. Ah, c'est pas les mêmes cassettes pour le marché africain que pour le marché international? Si, c'est les mêmes cassettes, sauf que vous savez, pour le marché international, on a tendance toujours à faire un mix beaucoup plus léger. Alors que chez nous, les gens aiment bien la musique quand on n'est pas contraint, quand il y a la percussion à fond, la caisse pour danser vraiment quoi. C'est la seule différence. C'est la seule différence du point de vue. C'est le mixage, arrangement, etc. Voilà, c'est au niveau du mixage qu'on change parfois. Et les arrangements, bien entendu. Comment vous avez commencé votre carrière internationale? Je crois que c'est le chanteur Patrick Bruel qui vous a découverte et produite. Oui, en fait, j'ai été découverte par un Africain du nom de Saïdou Khalidou qui a fait donc écouter ma musique à Bruel, qui a flashé sur la voix et puis... ça devait pas être que sur la voix, à mon avis. Et puis donc, passons. Et donc, l'album a été produit par lui. Il a eu à composer quelques titres de l'album Yomale, où il y avait Pata Pata, et c'est Pata Pata de Myriam Makeba, et c'est parti de là. C'est ta 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 ta. C'est ça. On va regarder un de vos clips qui est tourné ici à Dakar. Ouais. Alors le titre c'est Bin Bin. Montrez-nous ces Bin Bin. Vous sachez quand même ce que c'est. C'est un élément essentiel dans la sensualité des Dakaroises. Alors les Bin Bin Karine, ce sont ces ceintures de perles. Ces ceintures de perles
que portent les femmes autour de la taille, les reins, quoi. Pour que ça donne une sensation exceptionnelle, paraît-il, aux hommes. Hein? Bon. J'ai pas encore essayé. Je ne comprends pas bien à quel moment, mais bref, tout de suite, on regarde votre clip. Bin Bin, à tout de suite. À tout de suite, Karine. La gare Pompier. Alors il y a plein de gens, c'est incroyable. Je sais même pas si on pourrait sortir de ce car rapide, tellement il y aurait une émeute. Racontez-moi ce que c'est un car rapide. Là on est
Alors c'est un bus bleu? Oui, en fait, et jaune. Tout à fait. Le car rapide, chez nous, c'est comme les métros chez vous. Sauf que je précise qu'ils sont beaucoup moins rapides que les métros de chez vous. Donc et il y a beaucoup nom moins d'organisation que le métro. Hein. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici? Par exemple, nous sommes à la gare Pompier, parce que d'abord, il y a une grande caserne de pompiers. Juste à côté, et c'est là que toutes les voitures, tous les taxis brousse, tous les cars rapides partent. Tout à fait. Pour ici, le reste du Sénégal. Oui, nous sommes donc au garage des pompiers. Hein. Et oui. donc, oui, continuez, on vous entend. Ah oui, il n'y a pas de problème. Donc nous sommes au garage des pompiers et donc c'est ici que partent toutes les voitures vers les autres régions du Sénégal. Mais il y a des horaires? C'est en quelque sorte la gare du Nord, comme si je disais la gare du Nord. Quoi. Voilà, ou la gare centrale. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des horaires fixes? On sait qu'à telle heure ça s'en va? Il y en a qui partent vers d'autres régions à des heures bien précises. Il y en a d'autres qui ne partent pas donc à des heures. Donc il y a des voitures à toutes les heures. Hein. Voilà, il y a des voitures à toutes les heures. Et on attend que ce soit rempli pour partir. On attend que ce soit rempli pour ici, mais pour les cars rapides qui sont en ville, il y en a qui attendent que ça soit rempli, comme il y en a qui circulent et qui prennent les clients au fur et à mesure qu'il y en a sur la route, quoi. Et d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle, il y a des rabatteurs, il y a des gamins qui sont payés un petit peu pour aller chercher les touristes, remplir le car pour qu'ils puissent partir. Oui, bon, pas forcément les touristes. En général, les gens qui prennent le car rapide, comme on l'appelle chez nous, c'est les gens vraiment de la population qui n'ont pas les moyens de prendre un taxi. Ça coûte combien pour aller, par exemple, je sais pas, 100 km? Ça dépend, dans un car rapide, 100 francs. Mais il arrive que la personne négocie en disant aux apprentis, à l'apprenti chauffeur, écoute, je n'ai que 50 francs et je vais à Castor, par exemple, et ça passe quand même. La destination, comment on connaît la destination? Elle n'est pas écrite, hein, c'est ça qu'on demande au chauffeur. Oui, la destination, c'est l'apprenti chauffeur en général qui l'indique au chauffeur. Hein. On va se quitter. D'abord, merci de nous avoir accompagnés, Koumba. On va se retrouver, le plaisir était pour moi. On va se retrouver dans quelques, on va dire, pas secondes, on va dire minutes, voilà. Ouais. Après le journal de TV5, on sera à Sandaga, le grand marché de Sandaga. Mais génial. Bon. Avant de te quitter, je vais t'offrir, Karine, les billes. Ah, oh bah dis donc, ça soulève. Je te promets, Karine, qu'avec ça, tu es sûre d'avoir tous les hommes à ta porte arrivés à Paris. Quel travail, merci. Merci. Allez, même qui se de la vie historique de la ville. Je voulais vous demander, 40 ans après l'indépendance pour vous, sénégalaise, et pour la population de Dakar, cette place, ça évoque quoi en gros? Cette place, dénommée jadis place Protet du nom du l'un des premiers gouverneurs du Sénégal, est un haut lieu de mémoire. Elle évoque à la fois l'histoire de la colonisation, celle de la décolonisation et l'histoire aussi du Sénégal indépendant. C'est un point important si on veut évoquer ce que c'est que le Sénégal moderne dans toutes ses dimensions et son parcours qui remonte justement au moins à 1817. Je vous propose tout de suite de revenir justement sur ces événements historiques qui se sont déroulés sur la place de l'Indépendance. En 1958, le général de Gaulle effectue une campagne marathon en Afrique pour plaider le oui au référendum pour la création de la communauté franco-africaine. Il sait que la décolonisation n'est plus une vague idée, mais une réelle aspiration. Il propose donc un pacte de coopération renforcée sans promettre toutefois l'indépendance. Il achève donc cette tournée ici même à Dakar. Rappel sur cette page historique de l'histoire du Sénégal, un sujet de Thierry Bouvard. 26 août 58, sur la place centrale de Dakar, beaucoup de monde et surtout des jeunes qui n'ont que faire d'un statut transitoire proposé par De Gaulle. Parmi eux, Mbaye Jacques Diop. Les jeunes que nous étions pressés et nous ne voulions pas de cela. Nous voulions l'indépendance immédiate. Et donc nous avons voulu marquer au général de Gaulle notre désapprobation et aussi notre hâte d'aller vers l'indépendance en lui réclamant l'indépendance immédiate. Pancartes et banderoles de protestation accueillent donc le représentant de la France et à la fin des discours officiels d'usage, il répond aux manifestants. Le général de Gaulle nous a dit « Et maintenant, je m'adresse aux porteurs de pancartes.
Si vous voulez l'indépendance, prenez-la le 28 septembre. Mais le 28 septembre 1958, c'est le oui qui l'emporte. Le Sénégal sera finalement indépendant le 20 août 1960. Pour Mbagnick Jack Diop et ses compagnons de route, c'est la concrétisation d'une requête qui était déjà clairement formulée lors de leur congrès en 1958. Il était alors le rapporteur du texte final de ce rassemblement. Notre espoir, c'est que par-delà les mers, que l'on reconnaisse notre souveraineté nationale et notre droit sacré de disposer de nos mains. Notre espoir, camarades congressistes, c'est l'indépendance effective de notre peuple. Avec le recul, vous êtes fier de cette phrase? Très fier. En même temps, j'ai lu avec beaucoup d'émotion, parce qu'elle traduit ce qu'à l'époque, les jeunes que nous étions, nous avons voulu pour le Sénégal, et qui est en train de se réaliser. Donc c'est avec à la fois de l'émotion et de la fierté que je vous lis ce passage. Alors nous sommes toujours sur cette place de l'indépendance avec à mes côtés Madame Beau. Cette place est donc le symbole des relations entre la France et le Sénégal. Nous sommes ici devant le monument aux morts, un hommage rendu aux Africains sénégalais dont le sang a coulé pour la France mais aussi pour le Sénégal. Ce passé douloureux est-il encore dans la mémoire collective? Est-ce que les jeunes générations ont bien ça dans leur esprit encore? C'est vrai que ce passé douloureux est encore dans la mémoire collective, on en parle. Mais vous savez, les Sénégalais ne sont pas un peuple, disons, qui aime les conflits. Et on ne passe pas son temps à ressasser ces événements douloureux. On connaît l'histoire, par exemple, des guerres, 14-18, 39-45. Et l'ancien combattant est toujours fier d'évoquer sa participation, justement, à l'histoire de la France aux différentes guerres mondiales. Mais en plus, il y a ce douloureux passé au retour de la Deuxième Guerre mondiale concernant justement les événements qui se sont déroulés à Thiaroye en 1944 où nous avons perdu près de 35 tirailleurs qui ont été tués, plus de 50 blessés et ça reste encore à travers l'histoire, les études historiques, mais les cinéastes en parlent. Quelqu'un comme Sembène Ousmane a fait un film là-dessus, de même que Boubacar Boris Diop a déjà écrit une pièce de théâtre sur Thiaroye 44. On en parle, mais ce monument aux morts que vous voyez ici, qui symbolise l'histoire douloureuse entre la France et le Sénégal, est aussi un événement où on évoque tout le temps le rôle que l'armée joue dans la construction nationale à travers la défense de nos frontières. Alors là, on vient d'évoquer le passé. Revenons sur le présent. Le Sénégal vient de connaître une réelle rupture avec la fin de la mainmise durant 40 ans du PS. Après l'arrivée d'Abdoulaye Wade, quelles sont les attentes de l'opinion sénégalaise concernant les relations entre la France et le Sénégal ?